l'Europe, de ce dont on sait maintenant, ce qu'on a compris, c'est qu'elle a ni les moyens industriels, ni les moyens financiers, ni les moyens politiques de devenir autre chose que quoi? Un comptoir commercial chinois, un nouveau comptoir commercial de la Chine, ou bien devenir le Canada des États-Unis, en fait, par la force des choses. Alors, le Canada des États-Unis, ça reste encore une fois, très, c'est limite une insulte à nos amis canadiens qui, eux, ont des matières premières et une croissance un peu plus élevée, que nous. Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance dans cette édition du 11 décembre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et finalement essayer de vous aider à adapter des stratégies d'investissement ou de trading en conséquence, ou bien tout simplement comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Et pour continuer à commenter l'actualité, eh bien j'ai le plaisir de retrouver Sylvain Le Ganadin, alias Sylvain Tiger. Bonjour Sylvain. Bonjour, vous allez Merci bien? beaucoup. J'espère que vous allez bien. Bah, je vous en prie, merci beaucoup. C'est tout de suite beaucoup plus clair. Merci. Sylvain, vous êtes notamment fondateur d'Ultra Bourse, avec nous justement pour décortiquer l'actualité. Sylvain, l'actualité, elle est d'abord française, puisque en début de semaine, les députés, la Chambre basse du Parlement, a voté en faveur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à une courte majorité, 243 voix contre 234. Ceci étant, eh bien, la bataille est loin d'être finie pour Sébastien Lecornu, puisque je rappelle quand même que l'objectif du gouvernement était clair, c'était réduire le déficit de la Sécu à 23 milliards en le ramenant à 17,5 milliards. Finalement, la version qui a été votée mardi dernier le ramène à 19,5 milliards ce déficit. Les 4,5 de Delta, c'est l'État qui va les amener. Résultat, on ne peut pas parler de victoire en fait, Sylvain. Exactement. Alors, si vous voulez, ce budget a été voté, grâce à 13 voix, en fait, hein, 13 voix qui ont sauvé, qui ont acheté, si vous voulez, la paix sociale. On est aujourd'hui dans une impasse structurelle en France pour une raison qui est très simple et nous en discutions hier ensemble. Il faut déjà revenir aux bases et à l'essence même de ce qu'est le système des retraites en France, d'accord? Le système des retraites en France n'est pas le même système de retraite qui est utilisé, par exemple, en Suisse ou aux États-Unis. Le système des retraites en France est un système par répartition. Je vous rappelle et je rappelle à notre audience que ce système a été créé après la Seconde Guerre mondiale, à une époque et dans un monde où il y avait 3 données, 3 variables, en fait, si vous voulez, qui ne sont plus actuellement en place. La première en fait donnée sur laquelle s'était appuyé ce système des retraites par répartition tel que nous l'utilisons encore aujourd'hui en France, c'est tout simplement l'espérance de vie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'espérance de vie d'un homme en France était, enfin ou d'un travailleur en France était d'environ 62 ans, d'accord? Et l'âge de départ à la retraite à l'époque, il était à 62 ans. Donc l'essence et l'esprit de la retraite, de cette mesure sociale à l'époque où elle a été créée, c'était de donner une indemnité de fin de vie à des gens qui avaient travaillé toute leur vie et qui avaient contribué à la société toute leur vie. D'accord? Donc, espérance de vie 62 ans, les gens qui vivent au-delà de 62 ans ont une indemnité de fin de vie. La deuxième donnée qui était en place quand on avait créé ce système des retraites, c'était la croissance. La France avait 5% de croissance à l'époque et donc était justement dans une optique plutôt positive et optimiste, hein, d'accord? Les revenus étaient bons. Vous avez ensuite une troisième donnée qui était très intéressante, c'était le nombre de travailleurs, le nombre d'actifs pour un retraité. Il y avait à peu près 3 travailleurs, 3 actifs pour un retraité et donc quand on met les choses en perspective, ce système de retraite par répartition était calibré avec des données démographiques différentes. 3 travailleurs pour un retraité, avec des données santé, j'ai envie de vous dire, différentes, hein. Espérance de vie à 62 ans, je donne une indemnité de fin de vie à 62 ans. Et enfin, un contexte macro totalement différent. La France, à l'époque, avait 5% de croissance, connaissait les 30 glorieuses. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. 0% de croissance, voire un déficit. Un travailleur pour un retraité, je grossis le trait. Et une espérance de vie des hommes et des femmes en bonne santé en France de 75-77 ans. D'accord? On est bien d'accord, ça ne peut plus fonctionner. Les données sur lesquelles ce système a été construit ne sont plus aujourd'hui à jour. Et donc, si vous voulez, on peut continuer à voter des déficits et à mettre des rustines sur un système qui est structurellement déficitaire, mais tant qu'on ne comprend pas que les trois grandes variables qui avaient composé, sur lesquelles étaient construites, les trois grands piliers sur lesquels était construit ce système ne sont plus, bah, je pense que les gens ne s'attaqueront pas, ne se poseront pas la bonne question. Ce n'est pas de sauver ce système, c'est d'en reconstruire un nouveau autour des nouveaux paramètres qui font aujourd'hui la France. Oui, mais alors justement, Sylvain, vous avez tout à fait raison, mais la différence
de la dernière fois, le Sénat devrait rejeter le texte qui lui a été envoyé. Vous savez, le système des navettes. Du Mmh. coup, par la force des choses, ce texte qui a été adopté à la Chambre basse doit être validé par la Chambre haute, le Sénat, selon plusieurs sources, devrait ne pas se prononcer, le renvoyer à l'Assemblée nationale, donc par la force des choses, et le vote définitif pourrait se situer aux alentours du 16 décembre de mémoire. Donc par la force des choses, cette réforme des retraites, cette réforme des retraites, cette suspension de la réforme des retraites, eh bien, elle devrait être acquise maintenant. Bah, cette suspension, oui, elle pourrait être acquise, mais en fait, si vous voulez, la vraie, le vrai sujet, ça n'est pas en fait de repousser l'âge de départ à la retraite, ça serait éventuellement agir sur un des 3 piliers. C'est-à-dire qu'on veut donner une indemnité de fin de vie, mais à ce moment-là, si on devait et je proposais la chose et en fait j'ouvre la question et le débat avec notre auditoire, hein, mais si notre système était basé sur 3 piliers et que l'esprit de la retraite, c'était une indemnité de fin de vie, pas une rente, bah, déjà si on suit cette logique, hein, selon laquelle, cette mesure a été créée, cette mesure sociale a été créée, il faudrait aujourd'hui déjà mettre l'âge de départ à la retraite à 76 ans, ce qui serait inacceptable dans l'opinion publique. Donc déjà partant de ce principe-là, on est enfin je veux dire, on est face à un mur. Le second mur, c'est que le Sénat va rejeter, potentiellement ce budget et tout ce qui s'ensuit. Mais par quoi allons-nous le remplacer, en fait? Quelle est la suite? D'accord? Quelle est la suite des choses? On voit bien que ce système aujourd'hui est à bout de souffle et donc il faut proposer des solutions et des alternatives. J'en ai quelques-unes à vous proposer d'ailleurs ce soir, enfin aujourd'hui, ce matin. Et en fait, Écoutez, l'idée, c'est de on vous reconstruire un écoute. système sur plusieurs piliers. Écoute, Sylvain. L'idée, ça serait peut-être de reconstruire en fait un système de retraite sur différents piliers. En fait, on voit aujourd'hui que les gens vivent de plus en plus longtemps et en bonne santé. Donc, mettre une retraite à 60, 62 ou 66 ans, ça n'a plus de sens dans le sens où les gens tirent non plus une indemnité de fin de vie, mais une rente en fait, hein. Ils vont vivre des fois jusqu'à 75, 80, 85 ans. Et donc, vous avez 20 ans de revenus à devoir générer. Donc, on ne peut pas le faire enfin, on ne peut pas le faire via le travail des travailleurs. Il faut constituer un stock et donc passer par un modèle enfin hybride, soit avec un peu de répartition, un tiers de répartition, deux tiers de capitalisation, soit un modèle par capitalisation. Une deuxième donnée aussi à prendre en compte très importante dans nos sociétés qui va radicalement transformer notre rapport au travail, c'est l'arrivée massive des robots et de l'intelligence artificielle. Alors aux États-Unis, c'est déjà le cas. Ils ont déjà commencé à avoir des robots. En Chine, ils ont ce qu'ils appellent les dark factories, donc des usines qui tournent 100% grâce à des robots. Euh, L'arrivée, en fait, si vous voulez, de la machine et de l'automatisation et de la robotique telle qu'on pourrait la connaître dans les années à venir, ça va bouleverser notre rapport au travail. Je pense que dans le monde futur, beaucoup d'emplois seront détruits et donc logiquement, qui dit moins d'emplois dit moins de revenus pour un système de retraite par répartition. Ça n'a plus de sens. Donc notre rapport au travail va changer et il y aura peut-être moins de travail. Et tout ça, en fait, ça fait que, si vous voulez, le système de retraite par répartition, ça n'est plus tenable, ça ne marche plus. Dans le monde de demain, ce ne sera, enfin, peut-être que les humains ne travailleront plus tout le monde, d'accord, que la majorité des humains auront eu leur travail remplacé par une machine, auquel cas il y a une autre question qui s'ouvre, c'est qui va payer ces gens, qui va leur permettre de vivre décemment, et surtout, bah, vu qu'il n'y a plus de travailleurs actifs humains, qui va payer cette retraite par répartition? C'est pas les machines. Ou alors si c'est les machines, qu'est-ce qu'on imagine comme modèle, d'accord? Mais je pense que ce système par répartition, c'était un système très bien. C'était une première version d'un modèle social qui se voulait bien sur le papier. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il faut changer de modèle, d'accord? On est presque 100 ans après la création de ce truc-là, presque 75 ans. Donc il faut aujourd'hui réfléchir avec les données du 21e siècle et non plus les données du 20e siècle. Mais alors justement, Sylvain, les données du 21e siècle dont vous parlez, c'est eh bien des Oui. salaires qui n'évoluent plus, une part de l'épargne qui augmente qui augmente de plus en plus. En fait, non, qui n'évolue plus justement. Les ménages aujourd'hui n'ont plus la capacité d'épargner. Donc finalement, par la force des choses, ils n'ont plus la capacité de capitaliser pour leur retraite non plus. Bah, les ménages ont la possibilité de capitaliser parce que sur leur fiche de paye, en fait, si vous voulez, Louis-Antoine, aujourd'hui, la grande partie de leurs revenus est captée
par justement le système des retraites. D'accord. Une grosse partie de votre salaire aujourd'hui sert à financer les retraites. Si aujourd'hui on coupe cette prestation sociale et qu'on vous dit bah, cet argent vous le mettez de côté, logiquement vous aurez de quoi en fait si vous voulez vous aurez de quoi capitaliser. Oui, effectivement. Et puis, de toute façon, on cherche à ce que les Français puis investissent dans les sociétés françaises. Ça pourrait être un bon moyen de capter des flux financiers et de les orienter vers les fonds propres de nos entreprises. Sylvain, merci beaucoup pour cette parenthèse sur la situation budgétaire et je dirais la situation structurelle française. Maintenant, on va passer à la géopolitique, à Emmanuel Macron qui était en Chine la semaine dernière pour un petit séjour de 3 à 5 jours et qui eh bien, a menacé Pékin tout à la fois de taxer de nouveau, mais en parallèle, il invite les entreprises chinoises à investir en Europe. Du coup, par la force des choses, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Emmanuel Macron? C'est plutôt il jongle, il ménage les intérêts du chou et de la chèvre et du chou, en l'occurrence la chèvre Donald Trump, le chou Xi Jinping. Exactement. Si vous voulez, aujourd'hui, l'Europe se trouve à un carrefour de son histoire, hein, si je puis dire. Lorsque Emmanuel Macron a été en Chine, en voyage diplomatique pour justement rencontrer Xi Jinping, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la Chine était en train, en fait, si vous voulez, de renverser la table et de renverser la situation sur l'Europe. L'Europe, historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, était, si vous voulez, l'antichambre des États-Unis, en fait, hein, le bras droit, le vassal, si vous voulez, des États-Unis sur le continent européen. Enfin, l'Europe, pas toute l'Europe, mais l'Europe de l'Ouest, en tout cas. Et aujourd'hui, les Chinois, qui ont un excédent commercial massif avec l'Europe, plus de 300 milliards d'excédents de balance commerciale excédentaire avec l'Europe, cherchent à faire rentrer sous le giron de Pékin les pays d'Europe de l'Ouest, à savoir aujourd'hui la France, peut-être qu'ils vont essayer aussi avec l'Allemagne et les autres pays. C'est une donnée qu'on ne peut pas ignorer dans un monde en fait qui était jusqu'ici dominé par les États-Unis, mais qui devient multipolaire, où la Chine justement a un rôle géopolitique de plus en plus fort. La Chine qui s'est justement positionnée comme un juge de paix, un arbitre au Moyen-Orient, et qui aujourd'hui essaye de récupérer une partie de l'Europe après avoir récupéré une influence notable en Afrique. C'est quand même un geste géopolitique très très fort, d'accord. Et Emmanuel Macron, au milieu de justement la Chine et les États-Unis, donc aujourd'hui il doit choisir un nouveau, si je puis dire, un nouveau maître, hein, c'est un petit peu ça, hein, si on schématise la situation, et ben il fait monter les enchères, d'accord. On a vraiment cette impression que l'Europe essaye aujourd'hui de faire monter les enchères, qui sera le plus gentil, qui sera le plus généreux, qui va m'acheter potentiellement le plus d'Airbus, de machin. Et on en est vraiment là, hein, en fait, si vous voulez. C'est sûr, le vieux continent aujourd'hui n'est plus dans une position dominante à imposer ses termes. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest est dans une situation où elle cherche à justement à avoir un nouveau gouverneur, un nouveau dirigeant. Et aujourd'hui, c'était les États-Unis. Enfin, hier, c'était les États-Unis, et demain, ça sera peut-être Pékin, qui sait. Bah écoutez, effectivement, vous avez raison en fait en réalité. Pourquoi pas même voir les deux, puisque finalement en fait l'Europe, de ce dont on sait maintenant, ce qu'on a compris, c'est qu'elle a ni les moyens industriels, ni les moyens financiers, ni les moyens politiques de devenir autre chose que quoi, un comptoir commercial chinois, un nouveau comptoir commercial de la Chine, ou bien devenir le Canada des États-Unis en fait par la force des choses. Alors, le Canada des États-Unis, ça reste encore une fois très. C'est limite une insulte à nos amis canadiens qui, eux, ont des matières premières et une croissance un peu plus élevée que nous. Mais oui, dans l'idée, si vous voulez, si on peut. Si on a envie de provoquer un petit peu, on va devenir, on peut devenir l'équivalent des Mexicains en fait pour les Américains, c'est-à-dire qu'en fait ils viendront chercher de la main d'œuvre pas chère chez les Européens. Il y a d'ailleurs un mouvement absolument fou, hein, que j'ai vu il y a pas longtemps, euh, d'entrepreneurs américains qui viennent se moquer, si vous voulez, des entrepreneurs et de la main-d'œuvre européenne parce qu'elle coûte pas cher. En fait, un poste de développeur en Europe, c'est 50-60 000 euros par an. Chez eux, c'est 150 000, d'accord. C'est entre 120 et 200 000 dollars par an, d'accord. Et aujourd'hui, on a un décrochage, comme vous le disiez en début d'émission, des salaires. Les salaires ne montent plus chez nous,
mais il monte partout ailleurs dans le monde et petit à petit, nous sommes en train de devenir en fait, et ça fait mal au cœur de le dire, mais de devenir en fait et encore une fois, c'est une insulte même pour nos amis thaïlandais, mais les Thaïlandais, du monde en fait, d'accord? Les Thaïlandais des pays développés. C'est-à-dire que, on était, dans une zone économique très prospère où nous avions un fort pouvoir d'achat par la force des choses, c'est-à-dire par les mauvaises décisions qui ont été prises par nos élites et nos politiciens. Nous n'avons plus d'industrie, le pouvoir d'achat s'érode année après année et en fait, si vous voulez, le reste du monde continue à être en croissance et à faire monter les salaires, mais nous, on a des salaires qui stagnent avec des prix qui montent, on s'appauvrit, on perd du pouvoir d'achat, in fine, un jour ou l'autre. L'euro sera une monnaie qui va sauter, hein, et l'euro sera une monnaie qui sera très probablement une monnaie faible dans les 15 à 20 ans à venir. Donc vous aurez le yuan chinois, vous aurez le dollar américain peut-être en deuxième monnaie, c'est la monnaie descendante mais aujourd'hui qui tient encore un peu, et ensuite vous aurez l'euro qui sera parmi toutes les autres monnaies, les monnaies faibles en fait. Et on calquera l'euro sur la monnaie chinoise et sur le dollar. Mais nous n'exportons rien, donc en fait on ne fera que suivre dans l'avenir, on ne dictera plus les règles. C'est ça en fait la vraie donnée à intégrer pour ces années à venir. Ok, bah écoutez, effectivement, c'est beaucoup d'observateurs et d'analystes s'accordent à dire un peu la même chose que vous, Sylvain. On va finir avec ce qui, moi, m'a semblé surprenant en ce début de semaine, c'est eh bien la FDA qui enquête sur de possibles décès liés au vaccin contre le Covid-19, alors que 3 semaines plus tôt en France, eh bien, selon des chercheurs scientifiques tout à fait notables et très sérieux, eh bien, les vaccins anti-Covid ont réduit la mortalité de 20 à 25%. Cette différence de traitement de l'information, Sylvain, qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète une approche différente, une approche scientifique différente, une approche politique différente? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on est, et c'est l'illustration parfaite, en fait, si vous voulez, de 2 systèmes qui aujourd'hui évoluent aux antipodes. Vous avez d'un côté les États-Unis qui se veulent aujourd'hui, sous l'ère de Donald Trump, républicaines et donc qui veulent passer dans une ère anti-woke, anti tout ce qui a été fait avant et potentiellement, qui remet en cause le narratif en fait qui avait été, mis en place par les gouvernements précédents, qui était que il fallait se vacciner pour être en bonne santé ou non. Et donc, si vous voulez, ils sont en train de prendre une direction où ils enquêtent sur ce qui s'est passé dans les coulisses de cet épisode de vaccination massive. En France, bah, un petit peu comme partout en Europe, nous on est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est du côté, j'ai envie de vous dire, on est systématiquement limite du côté des de la répression des libertés, donc on ne cherche pas forcément à enquêter sur les effets secondaires, on ne cherche pas à savoir si les choses ont été bien faites, on ne cherche pas à voir s'il y a eu des conflits d'intérêts dans ces dossiers de vaccination massive. On ne cherche à rien en fait, on ne cherche pas à enquêter, on ne cherche pas à comprendre, d'accord? On cherche à imposer, on cherche à restreindre constamment les libertés, mais sans vraiment chercher à répondre à cette question aussi, enfin une question aussi simple que pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'accord? Quel est l'intérêt de faire ça et est-ce qu'on a des arguments techniques valables? D'accord? Donc, vous le savez peut-être, les pays du Nord du nord de l'Europe n'ont pas forcément confiné, n'ont pas forcément eu une politique aussi agressive que les pays du sud de l'Europe. Et pourtant, ils n'ont pas forcément eu un pays ravagé et décimé justement par des millions de morts et voilà. Donc, c'est aujourd'hui, je pense, pour répondre à votre question, c'est une différence de traitement de l'information et c'est une différence, en fait, aussi, idéologique, hein. C'est-à-dire qu'on a le pragmatisme américain, nationaliste et on a aujourd'hui un espèce de je sais pas, une espèce d'autocratie européenne, qui est constamment contre les libertés et qui cherche constamment à réguler et donc c'est 2 climats, en fait, différents et ça, on le voit aujourd'hui dans ce dossier, tout comme on peut le voir dans plein d'autres dossiers. Ce sera le mot de la fin. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous. aujourd'hui. Sylvain Le Ganadin, Sylvain Tiger. Vous êtes notamment fondateur d'Ultra Bourse, et avec nous régulièrement sur TV Finance pour nous aider à comprendre comment le monde évolue. Et je vous en remercie beaucoup. Nous, de notre côté, on va marquer désormais une nouvelle page de publicité. Juste après, nous aurons le plaisir de retrouver James Detuati, alias le Loup de Zurich, qui dans ses Market Movers nous parlera de Total Energy, de Société Générale et du Dow Jones. Et il nous expliquera dans quelle mesure il pourrait être intéressant d'avoir ou non ces 3 valeurs en portefeuille. À tout de suite.